J'espère, et ce n'est vraiment pas de manière hypocrite que je le demande, j'espère vraiment que vous allez bien, surtout en cette période compliquée et un peu particulière qu'on traverse. On va pas en reparler parce que... Mais c'est important de demander aux gens qui vous entourent, à votre famille, à vos proches et aux gens que vous aimez en général comment ils vont, de prendre de leurs nouvelles et de se soutenir, alors j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vraie vidéo de youtubeuse parce que c'est la première fois que je fais une vidéo en dehors du thème du voyage. Oui, parce que j'avais déjà fait une FAQ mais c'était sur mon voyage au Canada, alors ça compte pas vraiment. Et on va parler de... mon carnet de références. C'est le sujet qui a lancé cette idée de me lancer vraiment sur YouTube. Alors que je vous explique. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, je suis en études de graphisme, en DNMAD, graphisme, design de marque et communication. Bon, en gros, je fais du graphisme. Et on a une matière qui s'appelle culture des arts et du design, dans laquelle on va voir ou revoir l'histoire de l'art, l'histoire de la typographie, l'histoire du graphisme ou encore l'histoire de la photographie. Et à côté de ça, notre prof, elle nous demande de tenir un carnet dans lequel on va regrouper un peu à notre manière des références qu'on découvre un peu tous les jours, des expositions, des livres, des films, des podcasts. Bref, en gros, on peut mettre un peu tout ce qu'on veut tant qu'on l'analyse un minimum et qu'on explique en quoi ça peut être une référence pour nous. Le but, c'est d'avoir une grosse culture artistique et visuelle. Il faut savoir que je mets absolument pas tout ce que je découvre dans ce carnet, je mets uniquement ce que j'ai plus ou moins aimé, ce qui m'a marqué, ce que j'ai découvert, vraiment des choses qui m'intéressent et que je trouve intéressantes à analyser. Pour le moment, je vais donc juste vous parler des références qui sont dans ce carnet, parce que c'est un peu le sujet. Mais si jamais vous en voulez plus, j'avais aussi l'idée de faire une vidéo sur des références qu'on peut suivre vraiment actuellement, c'est-à-dire des références qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, des choses qui peuvent nous inspirer dans la vie de tous les jours. Donc si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et on fera ça. Je vais passer un peu les références barbantes qui sont pas très intéressantes et je vais vous parler directement de celles qui m'inspirent le plus. Et c'est marrant parce que celles qui m'inspirent le plus dans la vie de tous les jours et pas forcément dans le graphisme mais aussi dans le quotidien, c'est celle que j'ai faite en dernière et c'est Le Petit Prince. Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, je pense qu'on n'a plus besoin de le présenter tellement il est connu. Mais c'est une histoire qui me suit depuis mon enfance et que j'ai gravée dans la peau, littéralement. Au niveau de l'histoire, déjà, c'est une manière de voir les choses autrement, de manière plus philosophique si je peux dire. C'est un livre à lire à ses enfants, mais aussi un livre à relire quand on grandit. Au niveau du graphisme, ça m'inspire parce que ça montre qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir un dessin hyper réaliste et hyper représentatif de la réalité. C'est exactement la définition de réaliste en fait. Donc on n'a pas besoin d'avoir un dessin hyper réaliste et figé pour que ça marche, pour que ça transmette de l'émotion, pour que ça nous touche. C'est un peu mon but d'avoir un style graphique dans le même esprit, c'est-à-dire d'avoir quelque chose qui me ressemble, qui soit pas hyper réaliste et figé parce que c'est du vu et revu, c'est hyper barbant, mais plutôt quelque chose qui évolue au fil du temps, un peu comme Le Petit Prince dans le livre en fait. La deuxième référence que je vous ai sélectionnée, c'est Roman Cislević. Bon alors, la référence, elle est vraiment pas top parce que c'est une de mes premières, il y a énormément de texte et pas beaucoup d'analyse, donc elle est un peu moche, mais ça n'enlève rien au fait que Roman Cislević est un artiste que je trouve très inspirant. Cislević, c'est un artiste polonais qui ne dessinait jamais. Il composait toutes ses œuvres à partir de collages d'éléments découpés dans des magazines, dans des revues, un peu tout ce qu'il trouvait intéressant et il en faisait des dossiers. Il regroupait les éléments par thème, il avait en tout 348 dossiers si je me trompe pas. Donc en gros le gars il avait une pochette pleine d'œils découpés. C'est une manière de faire. Donc il produit énormément d'affiches à partir de ses collages et il va retravailler énormément la trame pour donner une espèce de vibration à son œuvre. Il joue aussi beaucoup sur l'effet miroir qui donne un côté symétrique à l'image centrée et c'est un peu pour ça qu'on l'appelait l'aiguilleur de rétine ou le chirurgien de l'image. C'est vraiment stylé comme surnom quand même. Il a fait aussi des affiches engagées pour Mai 68 et un autre magazine qui s'appelle Kallikaz qui met en parallèle des images choquantes pour faire réagir le lecteur. Mais en fait, je suis vraiment en train de vous ressortir tout mon cours d'histoire de l'art. J'espère que ma prof, si elle voit ça, elle sera fière de moi. Troisième référence, on passe à un homme que j'admire depuis très longtemps, Joan Miró. Vous l'aurez compris, c'est un artiste espagnol et plus précisément catalan qui remet continuellement en question le langage pictural. Il y avait une exposition au Grand Palais de Paris à laquelle j'ai pu assister qui regroupait pas mal de ses œuvres et même certaines œuvres dont je ne soupçonnais même pas l'existence et j'ai eu une explosion de sensations face à ce bleu. Parce qu'on connaît tous le bleu de Klein, mais je voue un éternel amour au bleu de Miró. Il le dit lui-même, ceci est la couleur de mes rêves. Miró, c'est aussi la capacité de représenter des scènes abstraites avec des personnages un peu farfelus, mais qui donneront toujours, à mon goût, un sens. Et quand le titre ne guide pas le regard, en fait, chacun peut interpréter le tableau à sa propre manière, et c'est ça qui est beau.
La quatrième référence, c'est pas un artiste, mais un lieu. Je vais vous parler du musée de la piscine. Alors non, c'est pas un musée sur l'eau, la natation ou quoi que ce soit. En fait, c'était une piscine municipale à l'architecture des Arts déco qui a été réaménagée en musée. Faut savoir qu'elle a été bâtie en 1927 et que le réaménagement a été grandiose. Le résultat est vraiment magnifique. À l'intérieur, on retrouve peinture, sculpture, textile, céramique, bref, un ensemble d'artistes plus ou moins connus qui vont vous faire voyager. Pour la cinquième référence, je vais vous parler d'un artiste qu'on ne présente plus, Vincent van Gogh. Vincent van Gogh, c'est un personnage qui me régale. Autant par sa touche de pinceau où il met 3 tonnes de peinture ou par son histoire, pour moi c'est un classique des arts. La première fois que j'ai vu un tableau de Vincent van Gogh, c'était au musée d'Orsay et honnêtement j'ai bien failli pleurer pour la simple et bonne raison que je trouve qu'il a une manière incroyable de faire passer les sensations, les émotions et les ambiances. J'ai aussi eu l'occasion de visiter le musée Vincent van Gogh à Amsterdam qui est incroyable, mais aussi de voir l'exposition à l'Atelier des Lumières où pour le coup j'étais un peu déçue. J'avais déjà fait l'expérience d'une exposition immersive à Carrière des Lumières dans le sud de la France. Là c'était sur Picasso et je m'étais vraiment plus régalée que là. L'Atelier des Lumières, vous avez un peu raté, désolé. Mais pour les fans de Vincent van Gogh et même juste pour les curieux, je vous invite à aller voir ma vidéo d'Amsterdam parce que vous allez en prendre plein les mirettes. Mais je vous recommande aussi 2 films. Le premier, il s'appelle La Passion van Gogh. C'est un film qui retrace un peu son histoire mais aussi après sa mort. C'est pas trop le moment de tousser maintenant. Et le truc incroyable de ce film en fait, c'est qu'il est basé sur ses tableaux. C'est-à-dire qu'en fait, tout le film est réalisé à partir de ses tableaux en animation. Donc déjà voir les tableaux de Vincent van Gogh s'animer et prendre vie, c'est incroyable. Mais alors en apprendre encore plus sur son histoire qui est hyper intéressante, ça l'est tout autant. Le deuxième film, c'est At Eternity's Gate qui est disponible sur Netflix. Ça retrace un peu sa vie d'artiste torturé et incompris, mais aussi son amitié avec Gauguin, l'explication de ses actes et surtout le mystère autour de sa mort. Hyper intéressant. La 6e référence, c'est un livre, ou plus précisément le fabuleux roman graphique de Maus. Maus d'Art Spiegelman, vous en avez forcément déjà entendu parler. Et je vous conseille fortement de le lire. On m'a offert les 2 tomes et j'aurais bien aimé vous les montrer, sauf qu'ils sont dans mon appartement à Paris et je suis en confinement chez ma mère. Mais Maus, il est important pour plusieurs choses. Déjà parce que c'est l'un des tout premiers romans graphiques de l'histoire, mais aussi pour la beauté et la simplicité de ses dessins et pour notre devoir de mémoire. L'histoire est simple. Art, l'auteur du livre, raconte l'histoire de son père en camp de concentration durant la Seconde Guerre mondiale qu'il va mettre en parallèle avec sa propre vie actuelle et celle de son père au moment de l'écriture du livre. C'est un livre un peu particulier parce qu'on y trouve des anecdotes qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs que dans la bouche d'un survivant. Mais aussi parce qu'il est totalement dessiné par la technique du zoomorphisme. C'est-à-dire que les personnages ne sont pas humains, ce sont des animaux. Donc on a les Français qui sont des grenouilles, les Polonais qui sont des cochons, les Américains qui sont des chiens, les Juifs sont des souris et les Allemands sont des chats. On comprend très vite le stratagème. C'est une histoire vraie, transmise en toute transparence qui donne une nouvelle façon de voir la guerre. Elle offre un côté documentaire et journalistique qu'on se doit de prendre en compte et qui peut parfois retourner un peu l'estomac. Mais repartons dans des choses un peu plus joyeuses. Ah oui, je voulais vous parler de l'exposition de Jonathan Bertin qu'il a fait avec Devred pour la capsule New York, mais je vais garder ce petit homme que j'aime tant pour la vidéo sur les influences à suivre actuellement. Et comme je suis gentille, je vous laisse le lien de la vidéo de son expo dans la description. Et en plus on me voit dedans, donc celui qui me trouve, il gagne un petit dessin. Allez hop. Désolée Jonathan, je t'aime, t'es l'homme de ma vie. Bisous. Passons maintenant à l'avant-dernière référence avec un duo iconique, Pierre et Gilles. Duo talentueux et amoureux comme on les présente, Pierre et Gilles, c'est un photographe et un peintre qui se sont rencontrés étant jeunes et qui ne se sont plus jamais lâchés. Sous leurs mains de maître sont passées des générations d'artistes, d'Étienne Dao à Stromae, de Claude François à Madonna ou encore de Clara Luciani à Eddie De Pretto. C'est dans un univers bien à eux, aux couleurs saturées et aux décors plus incroyables les uns que les autres qu'ils vont venir photographier et sublimer à leur manière les saints musiciens. Je les appelle comme ça parce que dans leur travail, ils font souvent des références où les sujets prennent des positions religieuses, comme si les idoles de la chanson détrônaient un peu les saintes icônes ou comme si on leur vouait un culte. Si vous voulez en découvrir plus sur leur univers unique au monde, je vous laisse un deuxième lien dans la description qui montre les backstage de la réalisation de l'œuvre avec Eddie De Pretto, Le Petit Roi. Et on passe à la dernière référence qui en fait en sont deux. Oups.
Ce ne sont pas des artistes mais des lieux, je vais vous parler de biennales. Et en première, je vais vous parler de la plus ancienne que j'ai faite, la Biennale de Lyon. J'y suis allée en 2017-2018 pour la 14e édition où le thème c'était les mondes flottants. C'est une biennale d'art contemporain en fait qui prend place sur plusieurs sites, mais dont les deux principales ce sont la Sucrière et le MAC de Lyon. La 15e édition était cette année, donc la prochaine elle aura lieu en 2021-2022, souvent c'est entre septembre et janvier. La deuxième biennale dont je vais vous parler, c'est la Biennale des Arts Numériques du 104 de Paris. C'est un site culturel unique situé dans les locaux de l'ancien service municipal des pompes funèbres. Et c'est situé dans le 19e arrondissement de Paris. C'est un lieu magique où il y a des centaines de personnes qui se regroupent chaque jour pour faire des performances artistiques, que ce soit de la danse ou des répétitions de théâtre. Et il y a aussi des expositions. Donc la Biennale des Arts Numériques, elle se déroule dans l'enceinte du site. Et elle propose à chaque fois des œuvres extra qui personnellement ne me déçoivent jamais. La dernière édition a également eu lieu cette année, donc la prochaine sera aussi en 2022, de quoi noter dans vos agendas. Voilà, c'est fini pour cette première vidéo sur les références, j'espère qu'elle vous a plu. Il y avait encore beaucoup d'autres références dont j'aurais aimé parler, comme Donald Jude, Madeleine Gross, Magritte, Kandinsky, Jules Chéret, il y en a tellement. Il y a vraiment plein d'artistes qui m'inspirent ou que je trouve leur travail intéressant. Mais je pense que j'ai bien fait de pas tout dire parce que c'était déjà assez long. Donc dites-moi bien évidemment si la vidéo vous a plu et si une deuxième version avec des références plus actuelles à suivre sur les réseaux sociaux vous intéresserait. Et en attendant, portez-vous bien et à la prochaine. Désolée, j'espère que je vous ai pas fait mal. Mais c'est une caméra, Manon, tais-toi.